Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux chaînes alarmistes, Ces chaînes que vous voyez un peu partout où il y a des vidéos toutes les 2 semaines qui vous montrent, qui vous annoncent la prochaine fin du monde parce que tel indicateur technique ou tel indicateur ou tel indice ou tel indicateur économique, etc. est dans le rouge ou se comporte de manière similaire à ce qu'il a pu se comporter par le passé. Et donc, il s'est déjà comporté comme ça en 2008. Regardez, ça va sans doute se reproduire. La crise de 2008 approche. Voilà. Donc vous voyez tout ce genre de vidéos-là. Donc en gros, le but de ces chaînes-là, c'est quoi? C'est de vous faire peur, en gros, de faire... Quand on a peur, c'est prouver que on réfléchit de manière moins rationnelle et plus émotionnelle, donc ça va être plus facile de nous vendre un produit. Souvent, c'est quoi? Souvent, c'est la solution à la crise, comment il faudrait agir si la crise arrive, et cette information est dans un produit. N'importe quoi, mais voilà. Donc, c'est pas un mal en soi de vendre un produit. En fait, c'est juste, est-ce que la qualité de ce produit correspond à son prix? Est-ce que la valeur intrinsèque de l'information correspond à son prix? Forcément, si on a un capital de 10 millions, que l'information en question nous permettrait d'économiser un drawdown de 5 millions sur notre capital, et que l'information peut être même vendue à 10 000, 30 000, même si c'est juste une information, là, elle est vraiment importante. On pourrait même la payer 100 000, même 1 million, ça éviterait un drawdown de 5 millions, donc ça serait théoriquement intéressant d'acheter cette information à ce prix-là. En fait, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment le prix, c'est vraiment est-ce que cette information-là, est-ce que ces chaînes-là, ces chaînes qui prédisent des crises toutes les 2 semaines, est-ce qu'elles ont raison? Si elles les prédisent toutes les 2 semaines, vous doutez bien qu'il y a un problème. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est utiliser des datas. On va utiliser les datas, on va prendre une vidéo qui me semblait pas mal, parce que souvent c'est soit un investisseur vend énormément, donc ça annonce une crise, soit c'est tel indicateur économique, telle situation va faire que ça va crash, donc c'est beaucoup mieux qu'un investisseur vend, parce que là on peut vérifier, c'est plus facile de vérifier avec un indicateur ou quoi, si oui ou non il a des capacités pour prédire une crise. Donc du coup, comment sont organisées ces vidéos? Quel est le schéma d'une vidéo classique? C'est simple, miniature, on met un indicateur avec les crises 2008, de 1929, par le passé, lors d'une crise. On va bien mettre ça en rouge par exemple, etc. Et donc ça donne envie de cliquer, bien sûr. Donc on clique et la vidéo, ça va être simple, ça va nous montrer, vous voyez là, ça s'est retourné, là ça a atteint un pic comme en 2008. Donc du coup à la fin, une fois qu'on a bien fait peur d'une future crise, eh bien ce qu'on va faire, c'est appel à l'action. Si le spectateur veut savoir comment s'en sortir, on nous propose l'arche de Noé là carrément. S'il veut pouvoir s'en sortir, le lien est dans la description et voilà. Schéma classique de vidéo, on en sort une toutes les semaines, ça fait cliquer, ça fait 100K par vidéo. Un taux de conversion 1%, ça suffit. Donc voilà le schéma de la vidéo en question, du marketing de la peur dans la sphère financière des réseaux sociaux et d'internet en général. C'est ni bien ou mal, c'est si l'information contenue est vraiment bonne, les gens arrivent vraiment à timer le marché, mais l'information est inestimable finalement. Ils pourraient faire vendre leur consulting à des grands hedge funds, etc. Si vraiment ces mecs-là sont compétents pour prédire les prochains cracks, pas 50 balles que ça vaut, c'est des mecs qui seraient multimillionnaires. Donc non, finalement, c'est juste que si ça vaut 50 balles, c'est que c'est pas vraiment très cher et qu'il y a anguille sous roche, surtout s'ils annoncent un crack toutes les 2 semaines. Donc nous, on va prendre un cas spécifique et on va prendre la vidéo de la chaîne Games of Trades où il nous parle de la courbe des taux, en fait, le spread entre les taux longs et les taux courts, plus précisément 10 ans et 3 mois, parce que c'est vraiment un spread qu'on utilise souvent et qui est connu, entre guillemets, pour quand il est super bas et qu'il se retourne. Donc je vais vous mettre des petites situations là. Ces situations-là sont censées coïncider avec le début des cracks, le début des gros cracks. Alors oui, c'est bien, c'est vrai que
c'est connu pour, mais le problème c'est quoi? C'est qu'en fait on n'en sait rien quand est-ce que le truc va se retourner, on sait pas quand il va se retourner, des fois il s'est retourné, il n'y a pas eu de crack, donc en fait vous voyez bien que c'est un problème quoi. Oui là on est dans une situation où c'est bas historiquement, et qu'on s'attend à avoir une inversion, en fait une remontée de ce spread là, ce qui pourrait coïncider par le passé en fait à une prochaine crise. Sauf que bon, si ça fait un moment qu'il est comme ça, ce spread, et que si on aurait short ou au moins vendu, bah on aurait, quand il commençait à montrer des signes d'inversion voilà, on aurait perdu beaucoup d'argent, on aurait perdu, on aurait loupé tout le bull market là. Donc c'est pas si simple. Prédire une crise avec un seul indicateur, ça serait si simple. Ça serait, on va faire une analyse de données, voir si c'est exploitable. Bon, cette analyse là n'est pas une réponse. J'ai pas la science infuse, donc je ne sais pas, j'ai pas la méthode miracle. Ça se trouve, il y a une méthode que je ne connais pas, ou je n'ai pas eu l'idée de l'utiliser pour utiliser cette courbe de taux, en fait, ce spread entre les taux longs, taux courts, pour prédire un futur crack. Donc voilà, le notebook, il est assez long. Je vais vous montrer toutes les étapes, comment j'ai procédé en fait pour... voilà, comme ça vous verrez tout. Je vais pas passer 10 000 ans sur le code. Les taux, les fichiers des taux, c'est très simple. J'ai juste tapé yield, curve, US data, Federal Reserve Bank, voilà. J'ai mis max, voilà, donc j'ai tout l'historique, j'ai téléchargé, j'ai un fichier CSV, voilà. D'ailleurs, tiens, vous voyez là, elle s'inverse là. Peut-être que après cette vidéo, il va y avoir un grand crack. 2008, hop, ça s'est inversé aussi. 2007, bam. Donc, je télécharge les données, nous, on va prendre 3 mois, 10 ans. Donc là, je convertis la date en pd.toDateTime. Ensuite, je set, donc je mets en index la date. Je convertis les données en float, en gros, en valeur numérique. Voilà. Je télécharge le S&P 500 depuis Yahoo Finance. Là, je donne à l'index, je renomme l'index pour que ça ait le même nom que pour le S&P. Je join les 3 mois aux 10 ans. Je calcule le spread pour avoir les mêmes données ici. Parce que oui, là c'est... en gros ici il y a toutes les données de taux, mais il nous donne même les spreads entre les différentes maturités. Donc nous on va chercher les taux directement et ensuite on calcule le spread. Donc vous voyez ici je calcule le spread entre 10 ans et 3 mois. Je calcule la différence pour avoir l'évolution en fait, voir les incréments, en gros comment a évolué sur les périodes passées notre spread, c'est-à-dire que s'il monte, ça sera positif, parce que voilà, là entre ces deux points, il est passé de 16 à 22, ce qui nous fait une différence de 6, voilà, positive, et ensuite, là par exemple, il a baissé, donc ça serait une différence négative. Ça nous permet de comprendre un peu comment évoluer le spread, et c'est plus intéressant. Pareil, on va utiliser le log return pour voir comment évolue le S&P 500. Et afficher tout ça. Donc vous voyez notre spread entre les taux longs et taux courts. Vous voyez que en général là il y a une inversion. Donc c'est ce qu'il nous montre dans la vidéo. Il y a une inversion ici. Hop, juste après il y a eu un crack. Ici 1980, inversion, pas de crack. Où là on avait vraiment un truc qui coïncide. Vous voyez 2006, 2007, mai 2007 et qui remonte et là c'est la crise quoi. Mais là nous aussi. Et vous voyez c'est la logique. Hop 2020, 2022, c'est vraiment bref. On peut se dire là vous voyez hop ça a baissé, c'est remonté, il y a eu la crise. Là mais oui mais là non. Là non pour l'instant c'est. Mais ça se trouve comme je vous ai dit. Vous voyez hop. On atteint des valeurs critiques. Ça se trouve, la bourse va baisser là dans les années, mais bon. Je suis pas Madame Irma, je n'en sais rien en fait. Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? C'est resampler en 6 mois. C'est-à-dire, là on a les données en journalier. Je veux les convertir tous les 6 mois. Avoir les données de Yield Spread, Diff, S&P 500 Log Return et Yield Spread. Donc pour ressembler ça se ressemble pas de la même manière. Tout ce qui est différent c'est log return, il faut prendre la somme. Et pour yield spread, c'est... Voilà, donc pour l'instant on va prendre 6 mois. On va calculer les lags. Oui, donc l'idée plutôt que c'est que... C'est pas on regarde dans 18 mois total. C'est plutôt on regarde dans... Donc on met un espace, on met un gap. Si on met par exemple moins lag égale 3 ici, on met un gap de 12 mois.
parce que ici on est à 6 mois de resampling, donc 3, il y a 2 mois de gap, enfin il y a 2 fois 6 mois de gap, donc 12 mois, et il nous reste 6 mois, là les 6 mois après ces 12 mois, on va regarder la variation du S&P 500, etc. Et donc on regarde voilà, sur différents intervalles de 6 mois de variation du S&P 500 dans le futur, donc les prochains 6 mois, ensuite dans 6 mois, les prochains 6 mois, etc. etc. Et si on mettrait un mois, bah, ça serait la même logique, mais avec un mois. On regarde d'abord les 1 mois du S&P 500, les 1 mois dans un mois. Vous voyez, donc ici, j'ai une fonction qui permet, parce que dans Pandas, ils ont une fonction point core qui nous permet de calculer les coefficients de corrélation de Pearson, de Spearman, etc. Le problème, c'est que ces coefficients, on n'a pas de p-value, on n'a pas de t-statistiques, donc on n'en sait rien en fait sur leur significativité. Moi, je préfère fonctionner avec des t-stats et des p-values. Comme ça, avec les t-stats, je vois le sens de la corrélation, mais aussi l'amplitude, à quel point il y a peu de chances que ça soit dû au hasard. Vous voyez ici, je vais afficher ça dans une heatmap avec 6 bornes. Donc vous voyez ici, on a nos p-values. Donc ici, on voit que nous, ce qui nous intéresse, c'est la variation du yield spread. Vous voyez que, parce que, ouais, voilà, alors, je regarde aussi, donc seulement en dessous d'une cote yield spread et seulement en dessous d'une certaine threshold. Ça nous permet de voir ça. C'est-à-dire que nous, dans notre hypothèse, c'est seulement valide, là, l'inversion, quand c'est en dessous d'un certain seuil. Par exemple, -1. Donc je vais m'intéresser juste quand il y a eu des variations positives, par exemple, en dessous du seuil de -1. Donc ça nous permet, là, le paramètre THR nous permet de régler ce seuil critique auquel on nous intéresse. Et on peut même régler, si on veut, au-dessus de ce seuil critique, nous intéresser aux variations, par exemple au-dessus de 1, au-dessus de 0, ou en dessous de 0, en dessous de -1. Donc ici, moi, ce qui va m'intéresser, c'est en dessous de 0,5, pour avoir pas mal de données, donc à peu près là, vous voyez, et nous intéresser du coup aux variations de cette courbe de taux, là, en dessous de -0,5. Et donc vous voyez à quel point c'est corrélé aux variations futures du S&P 500. Donc vous voyez, c'est là la p-value pour le lag 4, donc ça veut dire que c'est les 6 mois dans 18 mois, en gros. Non, on attend 18 mois et on regarde la variation des 6 mois après ces 18 mois. Et on voit que c'est très très corrélé parce qu'il y a une p-value à 0,00. Voilà, mais c'est quand même long, hein. Voilà, faut attendre pas mal de temps. C'est sur du long terme, la relation. Et donc vous voyez que le sens ici, si je relance ce code, vous voyez que le sens est corrélé négativement. C'est-à-dire qu'en général, hein, c'est notre hypothèse de base, quand la courbe remonte, le marché baisse. Mais c'est pas instantané, c'est plus tard. Voilà, ça a tendance à être plus tard. Sinon, on aurait potentiellement... ça serait corrélé instantanément, vous voyez. La corrélation instantanée entre nos 6 mois de yield spread diff et nos 6 mois de S&P log return se trouve ici. Et on voit que la p-value est nulle. Hein, elle est à 0,17. Les seules p-values qui sont intéressantes, c'est donc dans 24 mois, les 6 mois dans 2 ans. En gros, les 6 mois dans 2 ans de la variation du S&P 500 ou les 6 mois dans 18 mois, donc dans 1 an et demi du S&P 500. Et on voit que là, c'est pas mal au niveau des corrélations. Et surtout que ça correspond en fait à notre hypothèse de base qui est quand ça monte, quand c'est bas, donc en dessous d'un certain seuil, quand ça atteint un plus bas historique, et que ça monte, ça prédit potentiellement une crise ou un retracement. Donc voilà comment on peut analyser ces matrices-là de t-statistiques et de p-value de nos corrélations. Il suffit pas seulement de regarder le sens des corrélations, il faut voir à quel point il y a peu de chances que ça soit dû au hasard. C'est surtout ça qui est important. Donc vous voyez, voilà, hein, déjà cette petite analyse qu'on peut faire, on peut la refaire. Hein, vous avez juste à changer le paramètre ici, 3 mois par exemple. Donc ouais, sur 6 mois ça marche, sur 3 mois c'est pas terrible. Donc vous voyez, hein, c'est important aussi ce détail. Là c'est pareil, c'est pas terrible à part là, mais c'est pas notre logique, donc voilà. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de regarder avec 6 mois. Après, vous pouvez tester par vous-même différents resamplings, hein, donc regardez les rendements du S&P 500 sur 6 mois dans 6 mois, ou sur 1 mois dans 1 mois, et c'est avec les paramètres que je vous ai expliqué précédemment, donc les lags, pour regarder dans quel futur on regarde, et ici
le resampling pour voir quel est le temps de chaque l'espacement entre chaque data point, en gros, en termes de temps. Donc là, petit backtest rapide. Vous voyez que donc on reprend nos données sur 6 mois, hein, comme on avait fait, sauf que là, plutôt que de regarder le S&P 500 futur, en fait, pour faire nos backtests, on va juste laguer nos yield spread, etc. pour avoir un backtest vectorisé. Je vais passer vite fait la logique du backtest, tout ça, c'est pas intéressant. Il nous faut juste des données daily, alors il faut en faire en sorte que on join nos données monthly au daily, ensuite etc. on fill bref, il y a tout un délire pour vectoriser le backtest et éviter de faire des boucles lentes. Donc je vais passer la logique, mais l'idée du truc, c'est qu'on utilise les corrélations ici. On voit que c'est statistiquement significatif. Full biais du survivant, hein, ne faites pas ça, mais c'est pas grave, là c'est pour l'exemple de la vidéo. Enfin, full biais de confirmation, pas du survivant. Yield spread diff, lag 5 plus grand que 0, parce que c'est négativement corrélé. Donc si ça monte, ça veut dire que ça va baisser, hein, en gros. Ou lag 4 plus grand que 0, et que notre backtest data, donc yield spread lag 1, donc, est plus petit que notre seuil critique qu'on a utilisé ici, 0.5, on met 0, sinon 1. Donc en gros, 0 c'est on vend et on n'est pas positionné, 1 on est positionné, investi. Et donc voilà, on calcule et on voit que le backtest, on a annual return, donc je vous montre cette librairie, PyFolio. C'est une librairie de l'époque de Quantopian. Il faut juste utiliser la version de ML4T. Donc c'est Reloaded. C'est PyFolio Reloaded. Et ne faites pas pip install PyFolio, ça ne marchera pas, vous aurez des bugs. Donc il faut vraiment utiliser PyFolio Reloaded. Et c'est super pour analyser rapidement, faire une feuille d'analyse. Hein. Si vous voulez pas vous embêter et faire un truc vite fait. Sans aller dans les détails, c'est pas mal, voilà. Donc vous lui donnez des rendements arithmétiques et il fera le calcul. C'est pour ça qu'ici on reconvertit nos rendements logarithmiques en rendements arithmétiques. Et donc, annual return, on est à 6 et quelques, ce qui est nul, Sharpe ratio 0,50, on n'a pas d'alpha et on a juste réduit notre bêta, ce qui est vraiment pas ouf. Et donc quand on fait ça, on voit que c'est quand même intéressant, hein, surtout quand on rescale à la volatilité. Voilà. En fait, le souci, ce qui plombe la performance, c'est à la fin, ici, justement, récemment, on n'aurait pas pris tout le bull market, ce qui aurait niqué, en fait, la perf. Ça aurait niqué la perf globale. C'est pour ça qu'on n'a pas d'alpha. Mais je pense que si on aurait pris là le bull market, on aurait de l'alpha. Un tout petit peu, en tout cas. Voilà. Bon, cette technique-là, de juste faire du hard coding comme ça, c'est pas intéressant. On code les règles à la main et suivant une analyse statistique qu'en plus on a faite pas en test set, train set, du coup je me suis dit c'est pas terrible, on va faire autrement. On va utiliser un train set, un test set et on va utiliser du machine learning, ça sera plus intéressant. On va essayer de prédire la probabilité d'un futur crack boursier avec un modèle, donc on va utiliser un modèle logistique, c'est pas mal, et une random forest. J'ai testé Decision Tree aussi, mais c'est nul, c'est overfit, c'est pourri. Il n'y a pas d'intérêt, franchement, d'utiliser des Decision Tree. Le mieux, c'est d'utiliser Random Forest. Donc une forêt d'arbres de décision, et en gros, on fait la moyenne de toutes les prédictions des arbres de décision pour nous donner notre prédiction globale. C'est une technique d'ensemble learning. On prend les données mensuelles. On calcule il nous faut en fait, on va se baser sur les drawdowns. Donc il faut qu'on calcule les drawdowns. Voici comment on les calcule. On calcule le portefeuille en faisant cumprod, en considérant les intérêts composés. Voilà, donc en prenant l'exponentielle des rendements logarithmiques et en faisant cumprod, on prend en compte, on reconstitue en gros la croissance de notre S&P 500 en prenant en compte les rendements composés, c'est-à-dire que si je fais un point plot, vous voyez, hein, ça ressemble à 2 gouttes d'eau S&P 500, en fait on le reconstitue clairement, vous voyez, tac. Voilà, on a la croissance exponentielle qui est créée par le réinvestissement des intérêts, bref. Et donc du coup vous voyez les drawdowns ici, affichés en continu, vous voyez, hein, ça correspond, hein.
tac, drawdown, ça remonte, drawdown, 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 2008, le plus gros, au-delà de moins 50%. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour détecter les bear market, nous ce qui nous intéresse, c'est pas quand ça remonte là. Il faut qu'on détecte seulement, donc il faut qu'on détecte chaque drawdown, hein, et qu'en plus on détecte le pic de chaque drawdown, et qu'à partir du pic, eh bien ça redevient un marché normal. Parce qu'en fait, tout ça c'est un drawdown, ok, mais nous, si on peut rentrer ici, on est ok, hein, on prendrait toute la hausse. Donc ça nous intéresse pas de noter toute cette partie-là qui est en drawdown comme étant un bear market. Parce qu'en fait, le bear market, il est juste à partir de là. Donc il faut identifier la période de drawdown qui est ici. Ensuite, on identifie le minimum. Et donc, à partir du commencement jusqu'au minimum, on part du principe que c'est un bear market. Et ensuite, on revient à la normale, quoi. Donc, voici la fonction. Je vous la laisse comme ça, hein, si vous voulez voir la logique. Et ça nous permet d'avoir, voilà, si c'est c'est un bear market, hein, vous voyez ici, mid drawdown, mid drawdown, mid drawdown. Donc, si c'est et voilà, un bear market, hein, c'est convenu que c'est au-delà de, il faut que le drawdown soit au-delà de 20% pour qu'on s'y intéresse. Et vous pouvez le régler à partir de là. Donc, ici, vous avez tous nos périodes de bear market. On pourrait mettre 10%. Ça serait peut-être encore plus intéressant. On va le tester après. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est séparer, donc utiliser .shift -1 pour prédire en fait le prochain bear market. Hein, parce que shift -1, on ramène le bear market maintenant. On veut aussi nos rendements futurs avec forward return, ça pourrait nous être utile. Je crois que je les utilise pas directement, mais je les avais calculés ici, à ce moment-là. X, ça va être donc nos variables explicatives, ça va être tout ce qui va être yield spread diff. Notre modèle va pouvoir regarder en gros les variations de la courbe de taux. Donc il va pouvoir avoir la courbe de taux ici, et en plus les variations de cette courbe de taux. Enfin, de cette courbe de spread de taux plutôt. Donc voilà ce qu'on lui donne. Tac, tac, tac. Ensuite, on calcule les lags. On sépare en train set, test set. Voilà. Avec une taille de test set de 0,4. On ne veut pas mélanger. Et ensuite, on veut une régression logistique et un arbre de décision. On standardise. Hein, avec une pipeline. Hein, donc la pipeline, c'est... On passe d'abord dans le scaler et ensuite dans le modèle. Ça permet de lier les deux, ça facilite, ça permet d'avoir un code plus propre et moins lourd. Donc, on va commencer par la logistique, la régression logistique. Qu'est-ce qu'une régression logistique? J'ai une vidéo sur les réseaux de neurones où j'utilise des fonctions d'activation logistique. En gros, c'est ça. En gros, c'est à peu près ça. Même si là, il y a toute une histoire de régularisation, etc. Ce qu'on veut, c'est class weight balanced. Pourquoi? Parce que sinon, la régression logistique, elle serait biaisée dans le sens où elle n'a pas le même nombre de classes. Il n'y a pas le même nombre de bear market dans notre jeu de données que de bull market. Donc forcément, elle va être... vu que son but, c'est de maximiser sa vraisemblance, eh ben... elle va choisir la solution de facilité de prédire plus souvent, en fait, quoi qu'il arrive, un bull market, vu qu'il y en a plus. Comme ça, elle aura une meilleure vraisemblance. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des poids pour pondérer, prédire les bear market, c'est plus important que les bull market, vu qu'il y en a moins. Voilà, en gros, c'est ce que fait Balanced. Ça permet de rebalancer ce problème de proportion entre nos classes. On fit le modèle. Donc vous voyez ici un standard scaler et un logistic régression. On concatène nos predicts et là on peut faire un test d'accuracy, voir un peu quelles sont nos performances. Donc on voit que on a une performance, donc l'accuracy, hein, c'est la proportion des prédictions correctes sur l'ensemble des prédictions. Sur le train set, on a 0,78 et sur le test set, on a 0,70, sachant que le seuil critique est de 0,50. Et vous voyez ici, on a donc la probabilité en continu là. La probabilité qui est un bear market. Sur du coup, nos données sont resamplées en en mois, donc sur le mois prochain. Voilà.
bear market sur le mois prochain. En tout cas que sur le mois prochain on rentre en bear market, ou on soit en bear market. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas la probabilité absolue, hein. C'est la probabilité estimée par notre modèle. Donc notre modèle peut avoir tort, hein. On verra, hein, de toute façon. C'est pas parce que la probabilité est à 1 que là c'est sûr et certain qu'on va rentrer en bear market. C'est estimé par notre modèle, donc notre modèle peut avoir tort. Donc, vous voyez, donc ça varie, hein. Ici, 2008, on était pile dedans, hein. Grosse probabilité d'être en bear market. 2000, pas mal, hein. Bonne probabilité. Bon là graphiquement c'est pas dégueu, hein. C'est plutôt bon. Voilà. Donc du coup qu'est-ce qu'on va faire pour backtester tout ça? Si notre prédiction est au-dessus de 30%, on ne se positionne pas. Et si sinon on se positionne. Voilà les résultats. Donc bon, on évite pas mal, hein. 2008 on l'évite, hein. C'est plutôt correct, hein. 2008 là, notre modèle a prédit le crack de 2008. Out of sample, incroyable. Je suis John Paulson là. Je me sens pareil. Et donc du coup, ensuite, formalité, hein, pour tout aligner correctement, etc. Pour avoir les données en daily, tout le délire. Il faut relancer ça, parce que vu qu'on a nommé... Hop, qu'est-ce qu'on voit ici? De l'alpha. On a de l'alpha. Et ça, c'est beau. On a 0.01 d'alpha annuel. Je crois que PyFolio fonctionne en annuel, donc 1% d'alpha annuel. Et on est ultra défensif, hein, plus que Walmart. 0.31 de bêta, c'est-à-dire qu'on a vraiment peur du risque, hein. On pourrait mettre du levier, parce que là, bon, on se fait chier quand même. 10% de volatilité, c'est pas grand-chose. Le problème, c'est que on a quand même 38% de drawdown. Donc malgré ça, en fait, le problème, c'est que ça a été très mauvais, là. En 2002, 2000, etc. Très mauvais. Très mauvais. Même récemment, là, on n'a pas pris le bull market. Donc c'est vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Mais bon, sur toute la période 2008, là, franchement, là, on a dû battre le marché à fond. Là, c'était hyper performant. Le problème, c'est qu'après, bon, ça l'était un peu moins. Et donc, vous voyez que là, eh bien, on se met à avoir un alpha négatif. C'est moins bon. D'utiliser le seuil critique de 5%, bah en fait on loupe trop de bull market apparemment, on sort trop tard, ce qui fait que niveau alpha on est moins bon, autant rester tout le temps positionné. Alors, vous voyez qu'on se prend quand même des gros drawdowns, hein. C'est vraiment pas terrible. Ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser 6 mois. Voilà, utiliser 6 mois et voilà, donc vous voyez 6 mois et d'utiliser, au lieu d'utiliser un logistique, utiliser un random forest. Donc max depth 100, hein, pour avoir max d'overfitting pour chaque arbre. Par contre on utilise beaucoup d'estimateurs pour faire la moyenne de chaque un des arbres, des prédictions des arbres. En gros ça nous fait notre prédiction globale. Voilà l'idée grossière de la random forest. Et si vous voulez, j'ai fait une vidéo sur l'overfitting, en gros le plus gros problème qu'on ne parle pas en trading, où je parle des arbres de décision et du principe, donc vous pouvez aller les voir si vous ne savez pas ce que c'est. Et la random forest, en gros, c'est une forêt d'arbres de décision. C'est en gros, on étend le modèle, un ensemble d'arbres de décision plutôt qu'un seul. Donc vous voyez ici, en ce moment, grosse probabilité, hein, grosse probabilité. Donc le problème, c'est qu'elle est tout le temps basse, donc on va réduire les seuils critiques à 0,1 et voir ce que ça donne. Ah, c'est vraiment pas ouf, hein. Bon, c'est pas terrible, 6 mois. Nul à chier. Le problème c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? De l'overfitting. On est là, on itère et on a séparé qu'en deux. Un train set, un test set. C'est pas ce qu'il faut faire. Donc là, si on fait ça, il faudrait théoriquement faire un validation set et ensuite regarder sur le test set à la toute fin. Sauf que, bah, c'est pas ce qu'on fait. Mais c'est pas grave parce que c'est juste le but, c'est de montrer que c'est pas si simple d'utiliser un indicateur pour prédire, mais en fait, le but de cette vidéo, c'est éducatif, enfin bref, voilà, le but, c'est pas, encore une fois, je sais même pas si c'est possible ça demande beaucoup de temps, hein, de trouver des stratégies rentables, c'est le plus difficile, de trouver son alpha, de trouver son edge, donc je peux pas faire une vidéo comme ça, les étapes sont tellement grandes, faut faire un processus itératif, faire gaffe à l'overfitting, etc., donc c'est pas... Mais voilà en gros, voilà les outils qu'on peut utiliser pour chercher de l'alpha et essayer de le trouver. Ah, là c'est déjà plus intéressant quand même. Beaucoup plus intéressant. J'ai mis donc 2 mois
arbre de décision, random forest. Et là on a de l'alpha. Là on a 0.01 d'alpha et beaucoup moins de drawdown, 0.27, peu de volatilité. Donc là c'est intéressant. Là on surperforme le marché en termes d'alpha, hein, mais il faudrait mettre du levier parce que là avec un bêta de 0.37, bah, on s'embête quand même. Hein. Vous voyez, là c'est beaucoup mieux niveau de prédiction du crack. Donc voilà, hein, testez par vous-même quels sont les paramètres, testez-le bien. Ne regardez pas sur le test set à chaque fois, regardez sur le train set à la limite. Ah là c'est pas mal, là c'est cool. Là, il y a juste 2000, on gère mal le modèle logistique, la crise de 2000, il a du mal. Et là, par contre, alpha de 0.2, c'est encore mieux. Toujours aussi défensif, par contre, mais là, on surperforme vraiment le marché. Voilà comment c'est pas mal. Hein. Plutôt que de régresser sur les log return, vous voyez ici ce qu'on a utilisé, c'est encore mieux. C'est de regarder quand ça monte, regarder quand ça baisse. Enfin, de regarder quand est-ce qu'il y a eu des bear market, et d'essayer de prédire la probabilité qu'il y en ait un et de sortir. Voilà. Là, on a utilisé les données de taux, mais rien n'empêche de vous mettre des indicateurs macroéconomiques qui peuvent vous sembler intéressants et ça permettrait peut-être de développer un bon modèle de gestion des risques. De l'inclure dans votre modèle, de votre gestion de votre stratégie. Si votre modèle, vous avez vu qu'il a des très bonnes performances et vous le testez bien, hein, train set, validation set, etc., cross-validation, vous lui donnez plusieurs données de marché, pas que les données du S&P, vous pouvez lui donner des données d'autres indices boursiers, etc. Et s'il marche vraiment et il passe tous les tests, bah là ça peut être intéressant de l'utiliser comme modèle de gestion des risques par exemple. S'il vous donne une grosse probabilité de bear market, ayez un portefeuille de stratégie plus bêta neutre, donc pas exposé au marché, des stratégies peut-être plus défensives, au moins bêta, qui ont des bêtas beaucoup plus faibles, etc. Donc voilà comment on peut l'utiliser, c'est quand même intéressant. Mais ça suffit pas de juste lui donner des données de taux. Hein. Ces vidéos-là qui vous montrent, qui vous prédisent le crash, Tammy Kabash qui prédit le crash avec un RSI, c'est pas évident quoi, c'est bon courage. Ou les mecs qui montrent juste... c'est intéressant, le spread entre les courbes des taux, c'est pas nul. On vous l'a vu, il y a des influences qui ont l'air statistiquement significatives. Mais c'est pas magique, ça suffit pas. Voilà, donc voilà en gros un exemple d'utilisation de tests statistiques, de modèles de machine learning pour développer justement à la fin, développer un modèle qui est censé essayer de prédire, de donner une certaine probabilité qu'il y a un crack boursier, qu'on rentre en fait en bear market, en fonction des rendements du S&P 500 passés et des courbes des taux passés et aussi spread des taux passés et variation de spread des taux passés. Voilà l'idée de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Encore un peu technique peut-être. Je vais essayer dans la prochaine de faire une vidéo moins technique pour faire varier un peu. Voilà. Mais si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un like, vous abonner, partager et sur ce, on se retrouve dans la prochaine.